Chers passionnés d'investissement en quête d'indépendance financière, accrochez-vous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 ETF éligibles au PEA avec les meilleurs frais du marché. Les frais de gestion sont trop souvent négligés et peuvent peser lourd dans la balance après plusieurs années d'investissement. On va voir qu'il est possible de perdre jusqu'à 70 000 € en quelques décennies en négligeant les frais. Si j'ai capté votre attention, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, générique. Comme vous le savez, avant d'entreprendre quoi que ce soit, il y a toujours plusieurs composantes à analyser, et l'investissement sur les ETF ne déroge pas à la règle. Parmi ces composantes, on retrouve les frais de gestion annuels. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce que prélèvent les sociétés de gestion émettrices de l'ETF pour vous permettre d'utiliser leurs produits. Cela comprend les coûts administratifs, les coûts de gestion et de bon fonctionnement du tracker. On rappelle qu'un ETF est un tracker indiciel qui doit s'efforcer de copier au plus près son indice de référence. On expliquera ça un petit peu plus tard avec des exemples. Si les frais sont inévitables dans tout système, ils doivent cependant rester raisonnables et c'est normalement un des points forts des ETF. Mais on va voir que ce n'est pas toujours le cas. Pour comprendre l'impact des frais objectivement sur le long terme, quoi de mieux qu'une belle image? Devant vos yeux, un simulateur de frais classique avec 3 scénarios. On simule un apport de 10 000 €, un investissement de 500 € mensuellement et un rendement moyen annualisé de 6% pour ne pas abuser. Ce qui nous intéresse ici, c'est les frais. On règle 0,15% de frais pour le premier scénario comme un ETF SP500 classique, 0,50 pour le second et un dernier à 0,85% de frais comme un ETF Water par exemple. Comme vous pouvez le voir, les résultats sont extrêmement différents avec un delta de 70 000 € entre les scénarios 1 et les scénarios 3. En effet, dans le scénario 1, vous avez épargné 235 000 € et votre capital final se porte à presque 600 000 €. Dans le scénario 3, qui a investi sur le même indice mais avec des frais de 0,85%, l'épargne est la même mais on termine avec environ 530 000 €. Un si petit pourcentage pour une si grosse perte. Et oui, on ne s'en rend pas compte de prime abord mais sur du long terme, le manque à gagner est extrême. Et on parle de produits à 0,85% de frais seulement. Alors imaginez sur les produits proposés par votre banque à 2% qui peinent à être rentables et ça se comprend. Dans tous les cas, et on vient de le voir, ne négligez pas les frais. On privilégiera des ETF avec des frais inférieurs à 0,50% en visant les 0,15-0,20%. Mais on va voir qu'il existe des ETF avec des frais encore largement inférieurs. Avant d'attaquer le top 5, on va faire, si vous le permettez, quelques rappels. Les chapitres sont en dessous si vous n'avez pas le temps. Avant de commencer, quels sont les paramètres à vérifier avant d'acheter un ETF? Premièrement, la répartition sectorielle et géographique. En gros, ce que vous achetez, l'industrie, la santé, la technologie, et où vous investissez, le monde de manière large ou alors une zone géographique spécifique. Accessoirement, c'est toujours mieux de le savoir. Vigilance, car les vautours sont là prêts à vous vendre du rêve. Xavier Delmas, dans une vidéo, évoquait un ETF drone s'appelant iFly, mais qui en fait ne représentait pas vraiment l'industrie du drone ou alors seulement de manière minime. En général, méfiez-vous des noms alléchants associés à des frais élevés. Je ne vous fais pas de dessin concernant le fonctionnement de ce monde. Deuxième point, l'encours. C'est simplement le capital total sous gestion. Vous trouverez des encours allant de quelques millions à plusieurs trillions de dollars. On considère logiquement un encours élevé comme plus sécurisé. Un encours plus élevé permet souvent un meilleur suivi de l'indice de référence ainsi que des frais plus faibles. Troisième point, les dividendes qui sont réinvestis ou reversés. Dans le premier cas, on parle d'ETF capitalisants et dans le second d'ETF distribuants. Retenez que les ETF capitalisants sont connus pour être fiscalement plus intéressants car ne vous exposent pas aux taxes sur les plus-values. Quatrième point, la fiscalité ou l'éligibilité aux différents produits de votre pays de résidence. En France par exemple, on bénéficie du PEA qui offre une fiscalité allégée après 5 ans de détention sans revente. Ça tombe bien, tous les ETF qui vont être présentés aujourd'hui sont tous éligibles au PEA. Cinquième point, le prix, qui est un facteur non négligeable pour les plus petits budgets. Comprenez qu'il y a des ETF de riches et des ETF de pauvres. En effet, certains coûtent plus de 300 € au prix unitaire et offrent souvent des meilleurs frais que les ETF moins chers. On développera quelques exemples dans cette vidéo. Sixième et dernier point, la réplication. Vous avez deux types de réplication. Physique, vous pouvez aussi dire complète ou alors synthétique. Concrètement, vous possédez réellement les actifs dans le cas d'une réplication physique et dans le second cas, vous les possédez via des swaps avec d'autres produits. Vous l'avez compris, on va privilégier la réplication physique où vous possédez réellement les paniers d'actions que vous achetez via les sociétés émettrices. On considère les ETF à réplication synthétique comme présentant plus de risques et notamment de collatéral, mais ce dernier point ne doit pas vous empêcher de dormir. On a fait le tour dans les grandes lignes. On a fait une vidéo spécifique à ce sujet que je vous remets ici en haut à droite et que je vous remettrai aussi à la fin de la vidéo. Quand vous achetez une voiture, vous voulez savoir si elle a un grand GPS et le toit ouvrant, pas vrai? Eh bien pour un ETF, c'est pareil. Vous devez savoir à quelle sauce vous allez être mangé fiscalement et si vous allez pouvoir être rentable avec les frais. Rien n'est gratuit dans la vie et on doit un minimum s'intéresser. Si vous déléguez les tâches, les intermédiaires mangeront vos marges et il ne vous restera rien. Sur ces belles paroles, on attaque le gros de cette vidéo. On va décrire chaque ETF factuellement, peser le pour et le contre et donner une alternative à chaque fois. Pensez à liker si c'est pas déjà fait, on attaque.
Warren Buffett est l'un des investisseurs les plus respectés au monde. Il est aussi l'un des plus riches avec une fortune estimée à plus de 110 milliards de dollars. Warren Buffett a dit à sa femme qu'à sa mort, il voulait qu'elle place 90% des fonds de son héritage sur un ETF SP500. Il recommande spécifiquement le produit de Vanguard. Il ajoute qu'en achetant un ETF SP500, on achète littéralement l'Amérique. Le produit en question offre des frais de 0,07% et un encours, accrochez-vous bien, de presque 30 000 millions de dollars. Il n'est malheureusement pas éligible au PEA, mais comme les choses sont bien faites, il existe des alternatives. Sur ce tableau, on observe deux produits du SP500, un de Amundi et l'autre de BNP Paribas. Premier fait notable, les frais extrêmement faibles de 0,15%, des encours élevés respectivement de 890 et 1620 millions d'euros, des prix faibles à 20-30 euros, une réplication synthétique et un ETF capitalisant. Que demander de mieux pour un investissement passif? Comprenez que le SP500 est l'indice de référence de la planète et constitue les fondations de tout investissement sur les marchés financiers. Oui, mais il existe le MSCI World qui lui couvre toute la planète. Oui, c'est exact. Et j'aurais pu choisir le MSCI World. Sauf que le MSCI World offre deux alternatives différentes mais ne peut descendre en dessous des 0,38% de frais dans le cadre d'un PEA. Par ailleurs, pour bénéficier de ce tarif, vous devez débourser pas loin de 400 € l'unité, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, MSCI World, ok, mais pour un PEA long terme, le SP500 fera très bien le boulot et limitera le manque à gagner avec des frais extrêmement faibles. Vous vous rappelez du scénario 1? Eh bien, on est exactement dessus. Concernant la répartition de cet ETF, vous êtes principalement exposé sur Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla, c'est vraiment toutes les plus grosses sociétés américaines. Concernant la répartition sectorielle, vous êtes principalement exposé sur la technologie de l'information, sur la santé, sur les finances, sur les biens de consommation cyclique, mais aussi sur les services de communication. C'est un ETF qui est quand même relativement bien équilibré au niveau de sa répartition par secteur. Et sans surprise, on est exclusivement représenté par les États-Unis. Techniquement, sur ce graphique, est-ce que c'est le bon moment de rentrer sur cet ETF S&P 500? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, je vais vous dire une seule chose. Peu importe à quel moment vous avez acheté un ETF S&P 500 dans l'histoire, vous êtes absolument gagnant. Même si vous avez acheté les tops de marché pendant la décennie perdue sur les deux grosses bulles, donc à savoir la bulle Internet et la bulle des subprimes, donc cette décennie perdue, peu importe où vous avez acheté du S&P 500, vous êtes absolument gagnant aujourd'hui. Un ETF SP500, ça couvre que l'Amérique et pas le reste du monde. Trop concentré géographiquement si on se contente de ça. Alors, pourquoi ne pas acheter le reste du monde? N'oubliez jamais qu'on achète des ETF entre autres pour être diversifiés. Il y a peu d'intérêt à mon sens d'acheter des ETF trop spécifiques ou trop localisés. Ce qu'on recherche, c'est de la sécurité et pouvoir performer dans un contexte d'inflation. Bref, les US c'est top, mais il faut s'étendre pour minimiser les risques et maximiser les profits. Bon, c'est quoi cet ETF marché émergent? C'est un ETF qui va, comme son nom l'indique, vous permettre d'investir sur les marchés émergents. Par marché émergent, comprenez la Chine, principalement représentée avec presque 40% de la répartition géographique, mais aussi Taïwan, l'Inde, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Indonésie, Malaisie, mais aussi les Philippines. Au niveau de la répartition par secteur, vous investissez essentiellement sur la technologie à presque 26%, mais aussi sur la finance, sur les biens de consommation cyclique et aussi sur les services de communication. Les principales entreprises qui composent cet ETF sont Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba ou alors Reliance Industries. Pour l'acheter toujours dans le cadre de votre PEA, vous avez deux options. Sans détour, il y a peu de différence entre les deux, que ce soit au niveau des frais, du prix ou alors de l'encours. On peut quand même, et dans le doute, privilégier le second avec un encours légèrement plus élevé à 550 millions d'euros. Techniquement, est-ce que c'est le bon moment d'acheter cet ETF marché émergent? Eh bien, figurez-vous qu'on l'a quand même bien retracé depuis le pic de janvier 2021 et qu'on est en train d'aborder un retracement assez important. On est toujours en dessous des moyennes mobiles et on attend un potentiel signal pour pouvoir reprendre une dynamique un petit peu plus haussière. Donc contrairement au SP500 qui a déjà bien remonté, on pourrait voir une fenêtre de tir possible sur les marchés émergents. Troisième ETF PEA avec des frais faibles, l'Eurostoxx 50. ETF mondialement connu, il représente les 50 plus grosses sociétés européennes. Attention, première chose à dire sur cet ETF, vous n'êtes pas exposé sur toute l'Europe comme son nom pourrait l'indiquer. Vous êtes représenté à 41% par la France, à 25% par l'Allemagne, mais aussi 13% pour les Pays-Bas et un petit peu d'Espagne, Italie, Irlande, Finlande et Belgique. Au niveau de la répartition par secteur, vous êtes très bien équilibré avec 20% pour les biens de consommation cyclique, la finance, la technologie
technologie, l'industrie et les biens de consommation durables. Au niveau des sociétés qui composent cet ETF, encore une fois on est sur du solide, ASML Holding, LVMH, Total Energy, Siemens, Sanofi, L'Oréal, Schneider, Allianz ou alors Air Liquide. Pour racheter un ETF Eurostoxx 50, vous avez deux possibilités à frais faibles de 0,15%. Deux produits de Amundi dispo sur tous les courtiers, le C50 et le C5E. Qu'est-ce qui les différencie? Les encours et le prix dans une moindre mesure, mais surtout le type de réplication. En toute logique et à prix égal, on va privilégier le premier ETF avec un encours supérieur de 1620 millions d'euros et surtout avec une réplication complète ou alors physique. Attention, on avait promis une surprise. Il existe une autre alternative moins connue, mais cette fois pas disponible chez tous les courtiers. Il s'agit du STOXX 50 MSED, avec des frais extrêmement faibles de 0,07% pour un encours de 160 millions d'euros. Encore une fois, pour profiter de ces conditions, vous devez débourser au moins 240 € si votre courtier ne permet pas l'achat de fractions d'ETF. Réplication physique et capitalisant, on a un bon client pour un investissement passif pour du long terme sans passer par la case impôt. Notez qu'il existe aussi des ETF Europe 600 avec des frais honorables de 0,20% mais qui n'ont pas été retenus dans ce classement. Techniquement, est-ce que c'est le bon moment d'acheter un Eurostoxx 50? Eh bien je vous laisse voir directement sur le graphique, on est absolument sur l'ATH, donc la tendance est absolument haussière depuis une bonne dizaine d'années, on s'appuie vraiment sur les moyennes mobiles et on est actuellement sur l'ATH. Est-ce que c'est un bon moment de rentrer? On recommande rarement de rentrer sur un ATH car on attend souvent des mouvements de correction vraiment par la suite, mais sur une tendance absolument haussière pour du long terme comme ceci, on ne va pas chercher des points extrêmement bas pour rentrer. Tant que la tendance est conservée, on peut commencer à racheter des points un petit peu plus bas au niveau des moyennes mobiles pour espérer continuer vraiment cette tendance haussière. Le quatrième ETF éligible au PEA est un ETF obligataire. Les obligations d'État, ce sont des dettes émises par ces mêmes États. Elles sont caractérisées par leur durée de remboursement allant de 1 à plus de 25 ans. Elles varient en fonction des taux directeurs fixés par les banques centrales. Si les obligations ne sont pas connues pour leur rendement, elles procurent cependant une certaine sécurité et il existe des moments plus propices pour en acheter que d'autres. Et il se pourrait qu'un de ces moments soit en train d'arriver. Je m'explique. Actuellement, les taux continuent de monter légèrement et l'inflation a déjà amorcé son repli. On va certainement trouver un plateau sous peu pour une période de stagflation et les choses vont s'inverser de nouveau. Comme vous le savez, tout n'est qu'un éternel recommencement. Les taux vont baisser inéluctablement, sous peine d'asphyxier l'économie et le QE fera son grand retour. Par QE, comprenez quantitative easing ou alors planche à billets. Par planche à billets, comprenez impression monétaire et afflux de liquidité. Est-ce que vous vous rappelez des robinets de liquidité? Je vous remets une vidéo ici en haut à droite et à la fin si ça ne vous parle pas. Concernant cet ETF obligataire, comment est-ce qu'on est réparti géographiquement? En achetant cet ETF obligataire, vous achetez des obligations essentiellement de la France à 25%, mais aussi de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas et dans une moindre mesure de l'Autriche, Portugal, Irlande et Finlande. Au niveau de la répartition par maturité cette fois, vous êtes principalement exposé sur les obligations de 1 à 3 ans, mais aussi sur les 3 à 5, 7 à 10, 5 à 7, 15-25 et aussi 10-15 ans. C'est une répartition par maturité qui est quand même relativement équilibrée. Pour racheter un ETF obligataire éligible au PEA, vous n'avez pas le choix. Il n'y en a qu'un pour la zone euro. Il possède un encours faible mais il est émis par l'Ixor pour compenser. Le prix est lui aussi faible aux alentours des 8 € et les frais sont quand même de 0,40%. Disons que c'est notre limite de rentabilité comme on l'a dit en introduction pour le scénario B. Pour trouver cet ETF, vous tapez directement Obli sur vos brokers. Vous devez comprendre deux choses concernant les obligations d'un point de vue investisseur. Quand les taux directeurs montent, le prix des obligations baisse. Quand les taux directeurs descendent, le prix des obligations augmente. Les États, entreprises et particuliers vont bientôt emprunter à 5% alors qu'on était proche de zéro il y a moins d'un an. Les obligations vont donc probablement avoir un rendement plus conséquent dans les mois à venir. Techniquement, est-ce que c'est le moment d'acheter des obligations? Eh bien, on est sur des points extrêmement bas avec une divergence majeure de marché qui nous laisse penser, pour venir un petit peu appuyer ce qu'on vient de dire fondamentalement, que les obligations pourraient nous donner des mouvements assez haussiers vraiment dans les mois à venir. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter des obligations techniquement? Eh bien techniquement et jusqu'ici, on est sur l'actif qui nous donne le meilleur point d'entrée en vue des mouvements qu'on pourrait attendre. Je suis personnellement déjà en train de renforcer sérieusement, mais que chacun fasse ses recherches encore une fois et agisse de manière responsable après s'être fait son propre avis. Je
voulez vous mettre un ETF bien français, à savoir le 440, mais comme vous pouvez le voir sur cette image, on ne descend pas en dessous des 0,25 de frais sur les deux produits. Ce n'est pas catastrophique, mais on recherche les ETF PEA avec les frais les plus faibles. Pourquoi ne pas passer la frontière chez nos amis les Allemands? En effet, le DAX est l'indice qui reprend les 30 plus grosses sociétés allemandes. Comme vous pouvez le voir sur cette image, les frais sont largement plus attractifs. Les deux produits ont un encours respectable d'environ 600 millions d'euros, des prix élevés de 150 ou 300 euros et des réplications complètes. Encore une fois, pour bénéficier des frais minimes de 0,10%, vous devez mettre la main au portefeuille pour acheter le plus cher des deux. Au niveau de la répartition géographique, sans surprise, on est 100% représenté par l'Allemagne. Au niveau de la répartition sectorielle, on est à 25% représenté dans l'industrie, mais aussi la finance, les biens de consommation cyclique, la technologie, mais aussi la santé. C'est un fonds en euros qui présente les plus grosses sociétés allemandes, à savoir SAP, Siemens, Allianz, Airbus, Mercedes-Benz, Bayer ou encore DHL Group. Techniquement, est-ce que c'est le bon moment d'acheter un ETF sur le marché allemand? Comme vous pouvez le voir, et comme sur le marché européen, le DAX sort d'une grosse période haussière, une longue période haussière. Il oscille actuellement autour de ses MA vraiment pour cette dynamique haussière. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter du DAX? Encore une fois, on est sur l'ATH. Il est quand même conseillé d'attendre possiblement un petit retracement pour aller rechercher les moyennes mobiles en bas pour rentrer. Il ne semble pas pertinent de rentrer sur ces points hauts sur le marché allemand. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, pensez à liker pour tout le travail qui a été fourni. Si vous voulez passer à l'action et ouvrir un PEA ou un compte titre, cliquez donc sur les liens en description et en commentaire. Vous trouverez des liens vers différents courtiers. Faites bien sûr vos recherches et choisissez celui qui vous correspond le plus. Pour les investissements long terme, pensez à vérifier les frais de gestion comme on vient de le montrer dans cette vidéo. De mon côté, j'utilise Bourse Direct pour le PEA et de Giro pour le compte titre. Je suis très satisfait dans les deux cas, mais d'autres brokers sont aussi recommandés. Idem, si vous voulez acheter un petit peu de crypto, je vous remets aussi quelques brokers. Attention à bien faire vos recherches encore une fois et n'investissez pas sur n'importe quoi. Du Bitcoin comme premier investissement crypto est rarement une mauvaise idée. Je vous remets comme convenu une première vidéo mentionnée sur les ETF spécifiquement. On développe ce qui a été introduit dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-la sans tarder. Je vous remets la deuxième vidéo qui a été mentionnée aujourd'hui et qui s'appelle les règles du jeu de l'argent. Clairement une des meilleures vidéos de la chaîne. Regardez-la sans tarder si vous ne l'avez pas encore vue. À la prochaine les amis.